Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Be Inspired. C'est la rencontre avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des personnes qui, à leur façon, ont décidé de changer le monde et qui nous inspirent. Mon premier invité est un homme engagé qui foisonne d'idées toutes plus originales les unes que les autres pour faire avancer des sujets sociétaux. Je parle de Johan Titren, directeur de la diversité et inclusion chez 2ADECO Group, co-président de l'Association française des managers de la diversité et président du club Handicap et Compétences. Mon deuxième invité est Michel Curie. Michel a 40 ans et une vie très riche, tant personnellement que professionnellement. Après 15 ans d'humanitaire, il crée des entreprises, maintenant plus de 300 personnes et connaît à futur la galère. Santé, argent, travail, le rouleau compresseur. Aujourd'hui, il a rebondi et est le deuxième influenceur de France sur LinkedIn. Son objectif aujourd'hui est de mettre son savoir-faire et son savoir-être au service des autres. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est parti pour 2 découvertes très inspirantes. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à mes côtés Johan Titren, un homme très engagé sur les sujets de diversité et inclusion. C'est le directeur d'I&I chez 2ADECO Group. Il lutte depuis plus de 15 ans contre toutes les formes de discrimination dans le monde du travail. Sa particularité, il sait traiter des sujets classiques comme l'égalité homme-femme, le handicap, l'LGBT, mais aussi sortir du cadre. On ose parler de l'impact de la ménopause sur la carrière des femmes ou des réfugiés. Et vous allez voir, c'est un vrai passionné. Alors Johan, tu es particulièrement engagé. D'où te vient cette flamme qui brûle depuis maintenant 15 ans? Alors bonjour Virginie, d'abord, merci de m'accueillir dans l'émission. Je ne vais pas être très original, je veux dire, il y a 3 tiers qui animent chez moi cette flamme, comme tu l'as qualifiée. Le premier tiers, c'est mon histoire familiale, personnelle. Je viens alors comme on les appelle maintenant, des Hauts-de-France. Je viens des milieux populaires, comme on les appelle encore classiquement. Et voilà, ça c'est un tiers de ce qui me fait vibrer, ou ce qui explique en tout cas mes vibrations. Le deuxième tiers, l'école républicaine. Moi, je me suis construit à travers l'école et par l'école, et j'ai le souvenir, comme peut-être quelques-uns d'entre nous avons, de quelques professeurs qui ont marqué, qui m'ont fait prendre la bonne trajectoire, qui m'ont inspiré. Donc, un tiers d'école républicaine. Et puis, s'il y a un dernier tiers qui peut-être celui-là m'appartient un petit peu plus, c'est quelques convictions personnelles et beaucoup de curiosité sur le monde qui nous entoure et sur comment il fonctionne ou comment il devrait ou pourrait fonctionner. D'accord. C'est ça le secret de la petite femme qui m'anime. Et justement, en tant que directeur, tu as des projets extrêmement ambitieux. Donc là, je prends mon petit papier pour lire tout ce que tu prévois de faire d'ici 2024. Mettre à l'emploi 5 000 intérimaires en situation de handicap par an. Former 1000 candidats pour répondre aux enjeux de compétences. Accompagner 15 000 entreprises dans leur politique d'emploi de travailleurs handicapés. Mais c'est très ambitieux. Mais alors, comment vas-tu faire? Alors d'abord, merci, je suis content que tu trouves ça ambitieux, parce qu'effectivement, si on a fixé ces objectifs, c'est pour avoir de l'impact. Et donc c'est extrêmement important, en tout cas à mes yeux, quand on travaille sur les sujets de diversité et d'inclusion. Le sujet aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il faut en faire, c'est comment on en fait et comment on en fait avec impact. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné ces objectifs. Maintenant, comment on fait, comment on va y arriver à réaliser ces objectifs? Peut-être la première chose que je dois dire, c'est que moi je suis un héritier. Je ne suis pas doté d'un super pouvoir, je ne suis pas un super héros, je suis un héritier de qui, de quoi? Je suis un héritier des personnes qui m'ont précédé, des personnes qui, il y a plus de 35 ans, dans les agences du groupe ADECO, à un moment se sont mobilisées, se sont levées pour l'emploi des personnes en situation de handicap, pour se dire que ce n'est pas parce qu'une personne a une situation de handicap, quelle qu'elle soit, qu'elle n'a pas de compétences. Et que quand on travaille sur le monde de l'emploi, la seule chose qui compte, ce sont les compétences et pas le handicap. On recrute des compétences, on ne recrute pas une situation de handicap. Donc je suis un héritier de 35 ans d'histoire. Alors après, tu l'as dit, j'ai quelques idées, et puis j'ai envie que ça change, j'ai envie d'avoir de l'impact, donc on a fixé ces objectifs-là, on les a négociés avec nos partenaires sociaux. Je vais prendre 3 exemples de comment on va y arriver à atteindre ces objectifs.
Le premier, c'est qu'on a créé un service pour nos intérimaires, pour nos candidates et intérimaires, qui s'intitule « À vos côtés intérimaires ». C'est quoi ce service? C'est un service qui répond aux questions que peuvent se poser nos intérimaires sur leur situation, et en particulier leur situation de handicap. Est-ce que j'en parle ou pas à mon employeur? Comment j'en parle? Est-ce que ma situation, en fait, elle relève ou elle pourrait relever d'une situation de handicap? Je sais que c'est une situation, ma situation, mon état de santé relève d'une situation de handicap, mais je dois remplir le dossier auprès de l'administration, je suis un peu perdu, j'ai besoin de conseils. C'est ça le service à vos côtés intérimaires, c'est un service exclusif qu'on apporte à nos intérimaires, à nos candidats et candidates. On pense d'ici 3 ans accompagner 6 000 personnes, 6 000 intérimaires qui vont nous solliciter, et sur ces 6 000 personnes, on estime qu'il y en a 1 500 qui vont effectivement faire reconnaître et déclarer leur situation de handicap à l'issue de l'accompagnement qu'on leur apporte. Ça, c'est une première illustration. Deuxième illustration, la formation. 100% de nos recruteurs vont être formés, je devrais même dire, vont être reformés au recrutement inclusif. Pourquoi? Parce que la professionnalisation, la compétence, c'est plus qu'une conviction, c'est un dada chez moi. Je suis convaincu que la diversité, l'inclusion, c'est pas une affaire juste une affaire d'envie, une affaire de bons sentiments, c'est une affaire de compétence, une affaire d'expertise. Donc on va former et reformer encore l'ensemble de nos recruteurs au recrutement inclusif. Et puis, tu l'as dit, les entreprises, les employeurs, on va mettre en place des actions de sensibilisation, on va mettre en place des conférences, des modules de pédagogique pour les accompagner aussi vers ce recrutement inclusif et les ouvrir à la différence. Je vais prendre un chiffre, si tu me le permets encore. On l'a annoncé la semaine passée à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, en France, en 2022, il y a 18% des offres d'emploi qui comportent une mention handi accueillante. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle comporte un morceau de texte, un signal d'ouverture à l'attention des personnes en situation de handicap pour qu'elles candidatent à cette offre d'emploi. C'est 50% de plus qu'il y a 3 ans. Donc il y a une réalité, il y a une dynamique, on veut pouvoir l'accompagner parce que derrière tout ça, encore une fois, l'enjeu c'est le recrutement inclusif. Dit autrement, on arrête le clonage, on se focalise sur les compétences, les hard skills, les soft skills, on met en place des méthodes de recrutement qui permettent de révéler le potentiel, le talent qui sommeille parfois en chacun d'entre nous et qu'on doit révéler pour donner à toutes et à tous les mêmes chances d'accéder au travail. Merci beaucoup pour ces éléments, parce qu'effectivement, c'est concret. Mais alors, en ce qui te concerne, toi, Joanne, est-ce que tu as déjà eu le sentiment de subir des stéréotypes en tant que directeur d'INA? Te dire le contraire, ce serait mentir, bien sûr. Alors évidemment, ces stéréotypes, ils n'ont rien à voir, ils sont bien moins puissants que les personnes en situation de handicap, que les personnes LGBT, que tous les publics fragiles peuvent subir. Mais oui, il y a des caricatures de directeurs, directrices, diversité et inclusion. On est l'alibi du DG ou de je ne sais trop qui, on est une caution morale, on est des êtres qualifiés de bisounours, on est des centres de coûts. Alors là, c'est presque l'injure ultime. Vous vous coûtez, sous-entendu, les autres, nous, on rapporte. Bien sûr, il y a plein de préjugés autour de comment vous réagissez personnellement par rapport à ça? Comment est-ce qu'on réagit? Moi, en tout cas, quand on occupe cette fonction-là, parce que je parle de moi, mais je pense que c'est l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces fonctions-là, en fait, pour celles qui travaillent en entreprise, on a fait le choix. Moi, j'ai fait le choix de mettre ma militance au service de l'entrepreneuriat. Parce que j'ai une conviction, c'est que on ne fera pas la société inclusive, le monde du travail inclusif de demain, sans ou contre les entreprises, mais avec les entreprises. Donc il faut qu'il y ait des acteurs qui soient à l'intérieur de ces entreprises pour porter ce changement. Moi, c'est le choix que j'ai fait. D'autres le font et le portent dans des associations, dans des organisations syndicales, dans des institutions publiques. Moi, je le fais au sein des entreprises, parce que encore une fois, j'ai cette conviction. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, en tant que contributrices à la société de demain, sont attendues. Et c'est vrai que le regard, les attentes, les exigences de l'opinion publique sont extrêmement fortes vis-à-vis des entreprises. Et je pense qu'elles peuvent être une partie de la solution. Et donc, on a besoin d'acteurs, d'intrapreneurs à l'intérieur de ces organisations pour porter le changement. Et d'ailleurs, comme ça fait 13 ans que tu travailles bien dans cet univers de manière très engagée, as-tu le sentiment que l'essor des réseaux sociaux a changé le regard des nouvelles générations? Alors,
C'est une bonne question, je te remercie, parce que c'est vrai, les réseaux sociaux ont pris une place considérable, et notamment auprès des nouvelles générations. Moi, mon regard là-dessus, c'est les nouvelles générations, oui, elles sont plus conscientes. D'accord. Elles n'en sont pour autant pas moins exposées aux stéréotypes ou plus agissantes que l'ensemble des générations. Alors je m'explique, et j'ai en tête, on a fait un travail à la FMD, tu l'as cité tout à l'heure, l'Association française des managers de la diversité. On a fait un travail avec la conférence des grandes écoles sur les stéréotypes de genre, donc c'est une catégorie et importante quand on agit en faveur de la diversité et de l'inclusion, donc sur les stéréotypes de genre des étudiants des grandes écoles. Il y a des hommes et des femmes. Oui, tout à fait. On les a interrogés, et le premier enseignement, c'est, je disais, ces générations-là sont plus conscientes que les générations précédentes. Donc quand elles sont plus conscientes, c'est quand on leur pose la question de est-ce que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes représente un enjeu prioritaire pour vous? Oui, très fortement, et beaucoup plus que les générations précédentes. Maintenant, quand on va un peu plus loin et qu'on les interroge sur, par exemple, existe-t-il des compétences qui sont attribuées spécifiquement aux femmes ou aux hommes, ils sont encore une majorité, précisément 2/3 de ces étudiants et étudiantes répondent que oui, à leurs yeux, il existerait des compétences féminines et des compétences masculines, donc dit autrement, elles véhiculent encore des stéréotypes. Donc il y a plus de conscience, mais il n'y a pas moins de stéréotypes. Et c'est pour ça que, si je le dis autrement, à mes yeux en tout cas, c'est pas tant une affaire d'âge ou de génération. La diversité et l'inclusion, l'ouverture à la différence. Je crois fondamentalement que c'est une question de connaissances et de compétences. Je reviens à mon dada. Et c'est quand j'entends les ministres à la rentrée dire il faut former au collège, au lycée, les jeunes aux stéréotypes de genre, aux violences sexuelles et sexistes. Bien sûr, il faut le faire. La loi le prévoit, c'est pas appliqué, c'est pas mis en œuvre dans les collèges et les lycées. Bien sûr, il faut le faire pour que ce soit une connaissance, pour que ce soit conscient et que ça devienne actif. Et bien sûr, il faut le poursuivre dans le monde professionnel ou dans le monde qui amènera les étudiants, je reviens à cet exemple, à devenir des professionnels. Et donc, la FMD, par exemple, a proposé, durant la présidentielle, d'inclure et de rendre obligatoire dans tous les cursus d'enseignement supérieur un module de formation à la lutte contre la discrimination, à la diversité, à l'inclusion. C'est comme ça je pense qu'on conduira le changement au-delà de la prise de conscience, mais dans l'action envers et pour la diversité et l'inclusion. Alors, tu es un homme d'action, tu viens de le démontrer, puisque tu t'engages à la fois au niveau des entreprises, au niveau associatif et au niveau politique. Mais alors, est-ce que de temps en temps, tu te décourages quand tu vas à la lenteur des changements? Et comment tu gères si ça t'arrive? Oui. Alors bien sûr, ça m'arrive, comme tout à tout le monde. Quand on travaille sur la diversité et l'inclusion, je dis toujours, ce sont des sujets à forte intensité émotionnelle. Alors il y a bien sûr de l'intensité positive qui vous porte. Je reviens sur la semaine passée, l'exemple de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Bien sûr, c'est un moteur, c'est un canaliseur. Il y a plein d'intentions qui sont réunies, il y a plein d'actions. On voit plein de sourires, on voit plein de témoignages. Donc ça, vous repartez plus, ça vibre très très fort. Et puis, dans la réalité de votre métier et dans la réalité de la semaine passée, pour ce qui me concerne, j'ai aussi eu à gérer, par exemple, le signalement de victimes d'agressions sexuelles. Là aussi, bien sûr, la charge émotionnelle est extrêmement forte, mais c'est pas du tout la même tonalité que l'exemple précédent. Donc, oui, ce sont des métiers à forte charge émotionnelle. Donc, on a des hauts, on a des bas. Comment est-ce que moi, modestement, je peux faire? J'ai 3 sources d'inspiration. Les sourires, les paroles, les témoignages des personnes en elles-mêmes pour lesquelles on agit. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus belle inspiration que celle-là. Deuxième inspiration, mes pairs. Mes homologues, ceux avec qui exercent des fonctions similaires aux miennes et qui se trouvent dans d'autres organisations. Et donc, tu as cité la FMD, tu as cité le Club Handicap et Compétences. Et bien sûr, ce sont des lieux où on va se retrouver pour travailler, mais on va aussi se retrouver pour s'inspirer les uns des autres, se redonner un coup de boost quand l'un ou l'autre se trouve plutôt au creux de la vague que tout en haut de la montagne. Et puis, si j'avais une troisième motivation, en tout cas moi qui ai un moteur très très fort, c'est le travail. Le travail, je suis convaincu
que le travail sur les thématiques de diversité et d'inclusion, c'est ce qui contribue à faire le changement, à conduire le changement. Et c'est aussi ce qui permet d'éviter, en tout cas moi, de répondre à ce syndrome qui nous traverse régulièrement, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que ce que je contribue à faire permet d'amener le changement pour lequel je milite? C'est le travail qui permet d'apporter une réponse. Donc voilà mes 3 petits ingrédients secrets en quelque sorte pour faire face à la charge émotionnelle et aux émotions que suscite ce type d'activité. Merci beaucoup Joanne pour ta de générosité et vraiment j'ai appris énormément de choses et c'est passionnant. Mais je t'en prie, merci à toi. Michel Curie a connu 1000 vies. Après 15 ans consacrés à l'autre, il change 12 fois de métier, crée plusieurs entreprises, maintenant plus de 300 personnes. Et un jour, commence la décharge de faire. Le burn-out, faillite, dette, problème de santé. Et il passe même de PDG à serveur dans un restaurant. Et aujourd'hui, il gère un pressing avec sa maman, écrit, donne des conférences, inspire près de 200 000 personnes sur LinkedIn. Donc Michel, un an après avoir créé la société dans laquelle tu avais embauché environ 30 personnes, tu as connu le burn-out et la faillite. Mais que s'est-il passé? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Et oui, j'ai vécu un burn-out d'entrepreneur, qu'on n'en parle pas souvent, mais ça arrive très souvent malheureusement. En fait, j'ai créé une société où j'avais beaucoup d'ambition. J'étais très amoureux de l'argent, je voulais devenir riche, je voulais avoir des belles voitures, des belles maisons, et je ne pensais qu'aux résultats. Et malheureusement, un an après, je me suis oublié. J'ai oublié de vivre en fait tout simplement, et je suis rentré dans le monde du travail où je pensais matin, midi, soir au travail. Et à un moment, j'ai eu un coup de fatigue. Et ce coup de fatigue, au lieu de me prévenir que je commençais à pas être bien, j'y ai pas fait attention. Et j'ai commencé à devenir un peu moins performant au travail. Je commençais à devenir énervé, que ce soit au travail ou dans ma propre famille. J'ai commencé à avoir tous ces symptômes. Et je commençais à avoir la boule au ventre avant d'aller au travail. Donc je préfère bien rappeler tous ces éléments pour donner des signaux d'avertissement à toutes les personnes qui travaillent ou qui sont entrepreneurs. Attention, quand ces symptômes arrivent, il faut se poser les bonnes questions. Et malheureusement, mon entreprise, du fait que moi j'étais défaillant, s'est écroulée. J'ai dû passer en dépôt de bilan, faire une faillite. Et ça m'a travaillé, j'étais déçu. Et je suis tombé malade gravement. C'est-à-dire J'ai eu une lésion au cerveau, voilà, qui s'est manifestée un peu comme un symptôme d'un AVC en fait, et on appelle ça une crise d'épilepsie partielle. Et j'ai failli perdre l'usage de la parole, j'ai failli perdre plein de choses. Je parle 3 langues, j'arrivais à en parler qu'une. Voilà, j'ai perdu quelques signaux, et au bout d'un an, j'ai été guéri. Et pendant cette année de guérison, je suis redevenu serveur dans un restaurant et j'ai réappris ce que c'était le travail. Et alors, tu disais, il faut se poser les bonnes questions. Mais alors, quelles sont les bonnes questions? En fait, ce qu'il faut se poser comme question quand on travaille ou quand on est chef d'entreprise, c'est où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut? Et il faut établir un bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il ne faut pas s'oublier. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Et c'est l'erreur que moi j'ai faite. Et aujourd'hui, ma situation actuelle, professionnelle, je fais ce que je peux parce que je ne suis qu'un être humain. Je ne peux pas faire plus que ce que je peux faire. Et si je veux faire plus, il faut que je sache m'entourer, trouver les personnes qui peuvent m'aider. Mais si je ne peux pas les trouver, je fais ce que je peux. Voilà, en gros, ces signaux. Après, il y a des signaux dans le burn-out où il faut faire la fatigue, l'énervement, les symptômes physiques. On peut avoir des maux de tête, des maux de dos. On peut être très triste, être moins performant au travail. Tout ça, dans son ensemble, sont des vrais signes d'arrivée d'un burn-out. Et justement, tu dis que donc, tu as eu de graves problèmes de santé suite à cette période de vie. Ton fils également a connu une petite situation de handicap. Oui, tu veux dire une petite? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis quelqu'un, c'est ou tout ou rien. Pendant cette période de burn-out et d'entreprise, j'ai eu le premier plus beau jour de ma vie.
C'était la naissance de mon fils et il est né avec les pieds beaux. C'est une pathologie, en fait, pour comment l'expliquer, sans photo, mais c'est les pieds, c'est un handicap à la naissance, qui se voit très souvent au 5e mois de grossesse, et dès l'accouchement, dès le premier jour, on lui met des attelles et on le masse avec des opérations qui suivent et de la kiné. Moi, j'habite sur la région de Montpellier, et à Palavas-les-Flots, une petite ville où il y a la plage, il y a un centre qui a inventé cette rééducation. Donc c'était plus facile pour moi. Du coup, aujourd'hui, il est guéri, il joue au foot et tout va bien. Mais voilà, j'ai vécu tout ça en même temps, donc c'était pas... Génial. Voilà, c'était pas génial. Mais justement, quel est aujourd'hui ton rapport à la vulnérabilité? La vulnérabilité Alors, je pense que nous sommes tous vulnérables. Personne n'est à l'abri. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est comprendre que... il y a des personnes qui sont plus vulnérables que nous et que c'est à nous, en fait, de les tirer vers le haut. D'accord. Mais justement, comment vous faites pour rebondir justement quand tu traverses une période d'extrême vulnérabilité où tout nous tombe un peu en même temps et on a le sentiment que personne vraiment ne nous aide, ne peut nous comprendre et tout ça? Alors, c'est vrai que quand on a ce genre de problème, on a tendance à se renfermer. Alors moi, je suis très très proche de ma maman qui m'a aidé sans m'aider, mais sa présence me suffisait. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un de son entourage qui peut l'aider. Moi, je dis tout simplement que dans ces phases-là, il ne faut pas rester seul. Il faut parler. Il faut aller voir des gens, il faut communiquer, que ce soit des spécialistes en médecine, des psychologues ou quelqu'un de la famille ou un ami, il faut aller voir. Et je dis aux autres qui écoutent, écoutez ce genre de personnes qui ont des problèmes. Parce que si on n'écoute pas ou si on ne parle pas, c'est là où ça va empirer. Et pour s'en sortir, c'est très difficile. Mais après, je pense que chacun d'entre nous a la force en soi pour trouver son chemin pour arriver à se sortir de son problème. Et d'ailleurs, est-ce que tu arriverais à identifier, parce que tu as fait carrière humanitaire, une raison pour laquelle les personnes sont mal à l'aise face à la galère de quelqu'un d'autre, une personne se domicile, une personne réfugiée, une personne au chômage, une personne en situation de handicap? Alors, beaucoup de personnes vont penser que si les personnes n'aident pas, c'est parce qu'elles sont égoïstes. Mais je ne pense pas que ce soit de l'égoïsme, je pense que c'est le manque d'information. Aujourd'hui, en France, tu as 10 millions de pauvres. D'accord. Tu as 2 millions de travailleurs pauvres. Ça veut dire des gens qui vont le matin, ils partent le matin, ils reviennent le soir, et ils n'arrivent pas à la fin du mois à vivre correctement. Tu as plus de 300 000 SDF. Des gens qui dorment dans la rue tous les soirs. Aujourd'hui, je suis sur Paris. Ça m'a choqué encore un peu plus que sur Montpellier de voir des gens dans la rue qui dorment dans des sacs de couchage avec ce froid. On voit tout ça. Il y a d'autres aussi problématiques. Beaucoup de personnes vont penser que ces gens-là, c'est de leur faute s'ils sont dans cette situation ou qu'ils ont choisi cette situation. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'humanitaire. Je peux te dire que tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Personne n'est à l'abri. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans ce genre de situation, c'est à cause d'un événement précis. Perte de boulot, perte de logement, divorce, sortie de prison, ce genre de choses qui fait qu'à un moment, on se retrouve dans une situation compliquée. Donc, il y a un événement qui arrive. Et après, chacun le gère de la manière dont il peut. Et on en revient tout à l'heure aux personnes qui aident, qui n'écoutent pas. On est dans un pays qui est la France, c'est un super pays pour aider, mais on agit toujours dans l'urgence. On n'agit pas dans l'anticipation. Comment faire pour qu'une personne ne se retrouve pas dans la rue? Mais par contre, on est très fort pour aller servir un café, proposer une place en centre d'hébergement, ce genre de choses concernant les SDF. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont plutôt peur de ce genre de situation où c'est de l'indifférence, où le manque d'information, on ne connaît pas la situation réelle de ces personnes et on a toujours tendance à les rendre responsables de leur situation. Et justement, tu soutiens à titre personnel énormément les chômeurs. Donc, quand tu as envie de leur transmettre un message, pourquoi fais-tu ça?
Alors, c'est vrai que j'ai commencé sur LinkedIn il y a un an, où je passais d'un message positif dans un premier temps aux personnes qui recherchent un emploi, parce que, je vais être honnête avec toi, j'ai tellement galéré, moi, quand j'étais plus jeune pour trouver un emploi, et j'aimais bien quand il y avait des gens qui me disaient « T'inquiète pas, tu vas trouver, tu vas réussir ». Donc j'ai décidé de l'apporter en masse sur les réseaux sociaux et sur ce réseau-là. J'ai envie de leur dire aux personnes qui sont en recherche d'emploi, que ce soit pour des stages, des alternances ou des reconversions, vous allez réussir à un moment à trouver un emploi. Vous allez échouer, ça va vous entraîner et à un moment, à un autre, vous allez obtenir votre emploi. Ce qu'il faut, c'est patienter, travailler, s'améliorer et à un moment, à un autre, vous allez réussir. D'accord, donc tu as une très belle définition de l'échec. J'adorerais que tu la partages. J'en parlais ce matin avec un ami. Il me dit, je crois que le plus dur aujourd'hui, ce n'est pas de réussir. Le plus dur aujourd'hui, c'est de rester dans la réussite. Et pour arriver à la réussite, on ne peut pas y arriver du premier coup. On peut avoir de la chance pour certaines personnes, mais on va échouer. Et c'est chaque étape de notre parcours dans la réussite, ces étapes-là, je les appelle des échecs. Et à un moment, on arrive dans la réussite. Et donc, on s'est entraîné pour réussir, on réussit. Maintenant, il faut rester dans cette phase-là pour ne pas retomber. Et si on retombe, c'est pas grave, on va se relever. Et c'est pour ça que je résume toujours en disant que l'échec, c'est de l'entraînement. Oui, merci beaucoup. Et donc, toi qui as managé 300 personnes, quel regard portes-tu sur l'emploi des personnes en situation de handicap? Alors, je suis assez dur sur ce sujet-là parce que je ne conçois pas qu'un être humain soit mis à l'écart ou exclu de la société. Quand je dis exclu de la société, ça veut dire pour un emploi ou autre chose, parce qu'il a un handicap. Et même certains vont dire parce qu'il est différent. Moi, je pense qu'on est tous uniques. Nous avons tous ou un problème, des avantages, des défauts, ce genre de choses. Et je ne conçois pas qu'on mette à l'écart un être humain parce qu'il a un handicap. Et je n'arrive pas, c'est un combat que j'ai sur la lutte contre les discriminations depuis que je suis enfant. Je n'arrive pas à être gentil avec les personnes qui excusent, les personnes qui ont un handicap, ou un problème de couleur, ou de religion, qui ont des stéréotypes. Je ne supporte pas ça. Donc je crois que vraiment, ce qu'il faut, c'est ramener l'humain au cœur de tous les processus professionnels et de rappeler qu'une personne qui a un handicap, c'est un être humain comme toi. Il n'est pas différent, et comme disait ton invité juste avant. L'essentiel dans le monde de l'entreprise, c'est les compétences. C'est le savoir-faire et le savoir-être. Tout le reste, l'apparence, on s'en fiche en fait. Et par rapport aux personnes qui réussissent, quel message as-tu envie de leur transmettre? Aux personnes qui réussissent, oui. Juste, on va le faire rapidement, c'est quand vous êtes en haut, oui. N'oubliez pas ceux qui sont en bas. De temps en temps, vous prenez une corde, vous la lancez et vous les ramenez avec vous un petit peu en haut. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous êtes en haut, vous pouvez retomber avec eux. D'accord. Et concrètement, comment on peut te faire? Déjà, il y a les réseaux sociaux. Ceux qui réussissent, ils peuvent apporter leur savoir-faire. Comment j'ai réussi? En partageant leurs échecs, leurs contraintes, leurs difficultés. Je crois qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui partagent leur réussite. Mais moi, je voudrais voir plus de gens qui partagent leurs échecs, notamment ceux qui ont réussi, pour nous montrer en fait le chemin qu'ils ont pris. Et quand ils vont nous montrer ce chemin, ça va nous rapporter deux choses. On va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Et si on les a faites, se dire, si on a fait pareil que lui, finalement on peut réussir comme lui. Merci beaucoup Michel pour ces jolis partages. Merci à toi. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un joli moment. Et à très bientôt pour la suite. Ceux qui se réinventent sont dans Be Inspired avec Société Générale.